La République démocratique du Congo, où c'est une fois de plus la guerre, la crise armée, la guerre à l'est du pays, au nord Kivu, une fois de plus. Ils sont des dizaines de milliers à fuir les bombardements à Saké, une ville voisine à 20 km seulement de Goma. Les combats s'intensifient dans le nord Kivu, en proie depuis 2 ans à la rébellion du M23. Vendredi, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu sur place pour afficher son soutien aux forces armées de la RDC. D'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population. À Saké qui a vu ici les affres de la guerre, le chef de l'État ne dort pas. Le commandant suprême ne dort pas. Difficile de ne pas voir l'ombre du Rwanda dans cette nouvelle poussée de fièvre, d'autant plus qu'un document de l'ONU indique qu'un missile sol-air de l'armée rwandaise a tenté de détruire un de ses drones d'observation, Fabrice. Oui, la situation est en train de se détériorer, hein, Théophile. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours dans plusieurs provinces de l'Est du Congo. Et il y a une véritable avancée des rebelles du M23 qui prennent toujours plus de territoire aux forces de l'armée congolaise, la FARDC, soutenus par des milices locales, les Wazalendo. Alors les tirs se sont concentrés récemment sur la ville de Saké, dans la province du Nord Kivu. Cette ville de Saké est particulièrement stratégique, hein, puisqu'elle est un carrefour entre plusieurs axes routiers vers d'autres grandes villes comme Butembo, Bukavu, plus au sud. Saké est surtout le dernier checkpoint avant la grande ville de Goma, la capitale du Nord Kivu, située seulement à une vingtaine de kilomètres de là. Autant dire que la menace serait grande pour les 2 millions d'habitants de Goma si Saké tombait entre les mains du M23 et de leur soutien rwandais. Lundi dernier, en début de soirée, une bombe est tombée dans un camp de déplacés à la sortie de Saké, tuant au moins 3 personnes et blessant une dizaine d'autres. Les habitants de cette commune de Saké font déjà les frais de cet affrontement et les déplacés sont de plus en plus nombreux. Effectivement, Théophile, l'ONG Save the Children rapporte qu'au moins 150 000 personnes, dont 78 000 enfants, ont été forcés de fuir leur maison rien que la semaine dernière. Et des milliers d'autres personnes sont désormais sur la route de Goma, où les hôpitaux peinent à gérer l'afflux massif de déplacés. Par ailleurs, on a appris jeudi la mort de 2 soldats sud-africains qui faisaient partie de la mission envoyée par l'organisation sous-régionale d'Afrique australe visant à lutter contre les groupes rebelles armés de l'Est du Congo. Face à cette recrudescence des combats, les populations de l'Est se retrouvent désemparées et en appellent en vain à la communauté internationale d'agir pour stopper la guerre. Bukavu, chef-lieu de la province donc, du Sud Kivu, à Bukavu, des centaines de personnes ont manifesté jeudi pour réclamer la libération des territoires de la province voisine du Nord Kivu occupée par le M23 en scandant des slogans anti-rwandais, notamment la veille, mercredi, plusieurs centaines de femmes ont marché dans la capitale, Kinshasa, où des manifestations de dizaines de jeunes visent régulièrement des installations de l'ONU et des ambassades occidentales, les Occidentaux accusés donc de fermer les yeux sur les violences dans l'Est et même de complicité avec le Rwanda. En 2 minutes, Jean-Claude Félix Tikaya, quel est le but de guerre du M23 aujourd'hui ? Puisqu'on a l'impression que c'est tellement transparent l'ombre portée du Rwanda que ça ne peut que créer des problèmes d'un point de vue géopolitique et diplomatique à Paul Kagame. Alors il n'y a plus d'ombre, hein. Toutes les études le démontrent que ce n'est pas une ombre, c'est bien un acte politique, institutionnel de la part du président rwandais Kagame. Toutes les études sortent et le démontrent. C'est pour cela que le fait que la communauté internationale, alors je ne veux pas seulement parler des Occidentaux, parce qu'il est assez facile seulement de parler des Occidentaux, mais on demande, ce qui est dit entre les lignes, c'est aux puissances qui sont les plus puissantes à l'intérieur de la communauté internationale, auxquelles tous les pays africains appartiennent, d'agir de manière égale comme elle peut agir et être scandalisée dans les propos pour d'autres terrains de conflit. Sauf que ce conflit a plusieurs décennies et s'évalue à plusieurs millions. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement l'effroi qui nous saisit devant ces victimes qui sont d'abord des enfants, qui sont d'abord des femmes, avec des violences des plus horribles que je ne me permettrai même pas de dénoncer à ce micro. On arrive à un moment paroxystique, on est peut-être à un moment charnière. Est-ce que
nous, ici, on peut parler de basculement, mais ça a déjà basculé pour la plus grande partie du quotidien et des existences et des destins des personnes qui habitent à l'est du Congo, qui est à un peu plus de 2000 km de Kinshasa. Donc parfois, c'est un peu loin du cœur, loin des yeux pour ce pouvoir central qui vient aux côtés, parfois, là encore, de milices combattre le M23 et d'autres milices qui se comptent à plusieurs dizaines et dizaines de milices. Donc on voit bien que c'est une des situations mondiales les plus graves. Donc la communauté internationale ne peut pas tourner la tête. Et quand je dis la communauté internationale, je parle aussi de l'Union africaine qui, hier, a fini sa session sans décision forte sur ce conflit. Je dis donc, l'Union africaine qui est à 91% financée par d'autres, l'Union européenne, l'ONU, dont fait partie donc tous les membres de l'Union africaine. Donc il faut bien qu'à l'intérieur, les 54 pays, les 54 dirigeants et dirigeantes du continent africain se réunissent aussi et fassent force, pas seulement d'action sur le plan oral et verbal, mais il faut absolument qu'il y ait là encore des solutions hybrides, pas seulement militaires, mais aussi politiques. Et M. Félix Tshisekedi, c'était à l'intérieur de son projet politique, comme à l'intérieur des projets politiques de tous ceux qui l'auraient battu, il serait donc victorieux. S'il y a bien un sujet central à sa présidence aujourd'hui qui se convoque, c'est bien ce sujet-là, qui, au moment où on parle, il y a des personnes qui meurent, des personnes qui sont sur les routes, qui sont déplacées. C'est un des points focaux, un des les plus effroyables, et puis marquants et effroyables de cette planète aujourd'hui. Ce qui est aussi marquant, Geneviève, et intéressant à observer, c'est la bataille des narrations. Aujourd'hui, plus que par le passé, la narration congolaise prédomine en Europe, notamment en raison de l'activisme de stars d'origine congolaise. C'est un fait de communication qui peut avoir une importance géopolitique. Oui, alors moi je trouve qu'il y a un narratif très fort quand même des autorités congolaises. Hein. Je trouve qu'il y a un narratif par le passé, c'est qu'il était plus faible. Là aujourd'hui, enfin, on le voit, on a quand même vu cette image des ministres à la sortie du Conseil des ministres. Bon, enfin, on voit tout ça. On est dans une rhétorique très puissante de Tshisekedi et de son équipe, une rhétorique de confrontation. Et face à ça, en termes d'autres narratifs, le Rwanda, semble aux abonnés absents, en fait. Hein. Ils sont juste dans le déni, dans la négation de ce qui est une évidence pour la terre entière. Donc oui, je suis d'accord avec vous, il faut que la communauté internationale se saisisse de ça très très vite, parce qu'on est au bord d'une confrontation majeure. Vous dites les 54 pays d'Afrique, mais ils sont divisés. Et l'un des problèmes de l'Afrique, c'est peut-être ça aussi. Aujourd'hui, c'est ça, division. Si l'Afrique arrivait à être un peu plus unie, là, ils sont profondément divisés. Donc on risque aussi une confrontation régionale. Enfin bon, c'est horrible. Évidemment, on peut que compatir au sort de ces populations. Je pense que je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faille exempter l'Occident, on va dire, non, de ces... je n'exempte pas. Parce que, je n'exempte pas. Je n'exempte pas. Parce qu'il y a une hypocrisie. Il y a une hypocrisie dans la situation actuelle, c'est que Paul Kagame, il a son rang de serviette partout en Occident. Il est accueilli partout en Occident. D'accord. Il n'y a pas le même niveau. Alors, j'ai envie de faire un parallèle que certains vont certainement désapprouver. La Russie qui attaque l'Ukraine est clairement désignée comme l'agresseur, légitimement. L'agresseur. Parce qu'elle attaque avec son armée aussi, alors que là, c'est déjà des proxys. Alors, pas toujours, parce qu'au départ, la guerre en Ukraine commence en 2014, et ce n'est pas directement l'armée russe qui attaque l'Ukraine, c'est aussi par ces relais russophones sur place. Donc, pareil, Paul Kagame attaque l'Est de la RDC via des miliciens qu'il finance, qu'il arme, mais il arrive quand même à avoir une légitimité absolument partout, parce que on lui laisse cette légitimité. Lui est reconnu par les États-Unis. Aujourd'hui, on reconnaît que le Rwanda est un agresseur dans la situation actuelle. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que dans le cas de l'Ukraine, on a livré des armes à l'Ukraine pour se défendre. Pourquoi l'Ukraine n'est pas soutenue ? Moi, pourquoi ? Moi, il n'y a pas de tutelle. L'Occident n'est la tutelle de personne.
les premières tutelles africaines sont les régimes africains. Donc si à 54, ils fustigent l'attitude des Occidentaux, des régimes occidentaux, et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'Occident, mais et ailleurs, c'est-à-dire faire aussi des démarches diplomatiques et géostratégiques à 54, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et dans tout ce qui constitue la communauté internationale, on est plus fort à 54 que demander à quelques rues, même s'il y a des millions de personnes, ou demander aux réseaux sociaux de fustiger seulement de manière nette et claire. Vous avez raison sur, là encore, des indignations à géométrie variable, mais il faut toujours commencer par soi. Et il faut commencer. Non, parce que Congo a remporté cette bataille. Je suis d'accord quand même sur le fait où là où on va se rejoindre que la responsabilité, ça se pratique. Responsabilité du gouvernement, du pouvoir actuel de Félix Tshisekedi doit être posée parce que au lieu de lutter fermement, effectivement, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais au lieu de lutter fermement contre cette rébellion, on les voit dans une opération de communication ridicule là, après la Coupe d'Afrique des Nations et toute l'ampleur, le buzz même, je dirais, de ce que l'équipe nationale a fait en se couvrant la bouche pour montrer que cette guerre n'était pas dévoilée. Voir le gouvernement refaire ça, c'est grave. Merci à vous, Geneviève, Fabrice et Jean-Claude, et merci à vous d'avoir regardé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau balayage de l'actualité africaine.